Bonjour, je m'appelle Géraldine et je vous souhaite la bienvenue pour ce deuxième épisode du podcast Let's Talk Diabetes qui parle du diabète sans filtre, ni stigmatisation, ni stéréotype. Cette série de podcasts a été conçue pour les personnes atteintes ou non de diabète. Vous entendrez ici des témoignages inspirants de personnes vivant avec un diabète, de leurs proches et d'experts qui vous raconteront leur parcours de vie avec le diabète. Nous espérons que ces témoignages vous permettront d'en apprendre plus sur le diabète, qu'ils vous inspireront et vous rassureront. Que vous soyez directement concerné par le diabète, que vous connaissiez quelqu'un qui l'est ou que vous soyez simplement curieux d'en savoir plus, ce podcast vous apportera des éclairages précieux sur la manière dont cette affection chronique influence la pratique sportive d'une personne vivant avec le diabète. Pour parler plus en détail de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas qui vit avec un diabète du type 1 et qui est professeur d'éducation physique. Il nous éclairera sur les bienfaits du sport et partagera ses conseils. Et Patrick qui vit avec un diabète de type 2 et qui s'est mis au sport il y a quelques années. Bonjour Nicolas et Patrick. Bonjour. Vous vous connaissez déjà, il me semble. Oui, tout à fait. On s'est rencontrés au sein de Sport to Change Diabetes, qui est la branche sportive, on va dire, de l'association du diabète. Et on roule ensemble depuis 3 ans. Super. Tout à fait. Moi, j'ai eu le plaisir de rouler avec Patrick, comme il l'a dit, depuis 3 ans. Et vous faites que du vélo ou faites d'autres sports ? Alors, nous, on fait du vélo, mais il y a aussi la course à pied, il y a la marche, et puis il y a d'autres possibilités sportives au sein de l'association. Très bien, parce que le sport, on va en parler justement avec Patrick. Ouais. Je vais commencer par toi. Tu as 49 ans, tu es indépendant dans le domaine du graphisme et tu vis dans la région de Chaumeau-Gistou. Tu as 3 enfants et donc tu vis avec un diabète. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus sur comment tu l'as appris et ton parcours depuis ? Oui, je l'ai appris un peu par hasard, comme beaucoup de personnes qui ont le diabète et qui ignorent qu'ils l'ont, suite à des symptômes, je vais dire, classiques qui permettent de détecter éventuellement un diabète, c'est-à-dire des bouffées de chaleur, des coups de fatigue insurmontables et autres. Je me préparais pour une marche Oxfam Trail, qui était un défi sportif que je m'étais fixé à la base parce que le projet m'intéressait. Et c'était il y a combien de temps, ça ? En 2010. En 2010, d'accord. En 2010, pardon, oui. Et fin 2010, j'augmentais chaque fois les distances d'entraînement. Et une fois que les distances sont devenues un peu trop importantes, j'ai commencé à avoir des symptômes un peu bizarres. J'en ai parlé à mon médecin traitant, qui a soupçonné tout de suite un diabète sans me le dire. Il m'a donné rendez-vous le lendemain pour une prise de sang, et la prise de sang à jeun a détecté effectivement la présence d'un diabète. C'est en fait avec une analyse du taux de sucre à jeun. Donc on sait plus ou moins dire, là il y a un problème. Sont chaque fois des normes, mais au-dessus de 125 mg par décilitre, on est considéré comme diabétique. Et suite à ça, il y a eu une prise en charge avec un endocrinologue. Pendant quelques années, j'ai un peu essayé d'ignorer le problème, entre guillemets, vivre avec comme si de rien n'était. Et la situation s'est un peu empirée, les données médicales sont devenues de moins en moins bonnes. Et il y a un moment, j'ai dû prendre les choses en main, à bras le corps, et tout à fait par hasard, dans la salle d'attente chez mon endocrinologue, il y avait une affiche avec l'association du diabète qui proposait des sorties à vélo entre gens diabétiques. Et c'est vrai que appréhender le sport quand on est diabétique, il y a quand même des complications qui s'imposent, et, des craintes. Surtout me concernant, ça dépend d'une personne à l'autre, mais j'avais un peu peur parce qu'il y a quand même des implications. Et je me dis, c'est peut-être l'occasion, pourquoi pas, je les ai contactés, et voilà, l'accueil a été vraiment formidable. C'est vraiment bien encadré, on roule entre personnes diabétiques, et alors suite à ça, j'ai vraiment pu apprécier à sa juste valeur l'apport du sport dans la gestion du diabète, qui est vraiment un élément aussi important que les médicaments.
Mais tu parlais des symptômes que tu avais qui étaient désagréables avant l'annonce de ton diabète, parce que je pense que c'est important aussi de savoir en fait quels sont ces symptômes qu'on peut ressentir avant une annonce en fait. Qu'est-ce que tu ressentais en fait? Comment dire, un diabète. Moi, donc, c'est diabétique type 2, donc il y a le diabète qui, en général, arrive beaucoup plus tard. C'est plutôt vers 60-70 ans. Moi, donc, c'était diagnostiqué, j'avais à peu près 35 ans. Et ces symptômes, c'était, par exemple, des essoufflements anormaux après un repas, après une digestion. C'était pratiquement impossible de garder les yeux ouverts, tellement j'avais un coup de barre pas possible. Des bouffées de chaleur, parfois la vision qui se trouble. Ça, c'est déjà quand c'est vraiment très très haut. Au niveau de la glycémie, donc le taux de sucre, c'est vrai que si on n'est pas confronté à ce problème-là, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais c'est un problème de taux de sucre dans le sang. S'il est trop élevé, on est en hyperglycémie et on a ces symptômes des difficultés de concentration, fatigue insurmontable et tout ça. Ou alors on peut avoir hypoglycémie, là c'est trop peu de sucre. Ça, quand on commence un diabète type 2 qui n'est pas pris en charge en plus, ça on ne sait pas en avoir puisque le pancréas ne produit pas assez d'insuline et les cellules sont résistantes, on dit insulino-résistantes. Donc le travail du pancréas n'est pas optimisé. Et donc ce sont tous ces symptômes-là qui doivent encourager à aller faire une prise de sang pour vérifier. Beaucoup de diabètes, malheureusement, ne sont pas diagnostiqués en tant que tels. Et certaines personnes l'ont sans le savoir. Et beaucoup de diabètes s'ignorent, quoi. Oui, donc toi, tu as un diabète de type 2. Nicolas, je me tourne vers toi. Tu as un diabète de type 1. On va d'abord un petit peu te présenter. Tu as 47 ans, tu es professeur d'éducation physique. Tout à fait. Et tu vis avec un diabète aussi, mais de type 1. Alors, justement, je pense que c'est important de donner la différence, ou d'expliquer la différence entre un diabète de type 1 et de type 2. De ton point de vue, quelle est la différence entre les deux ? Alors, c'est bien sûr mon point de vue. Quand je dois essayer, comme je suis pédagogue, j'ai l'habitude d'expliquer aux enfants comment fonctionnent un peu les choses, le sport en général. Et donc, si je peux l'expliquer simplement, mais bien sûr, c'est pas scientifique, mais c'est une façon simplifiée d'expliquer le type 1 et le type 2. Pour le type 1, le pancréas est en quelque sorte mort. Il ne produit plus de cellules qui permettent de créer de l'insuline. Tandis qu'un type 2, j'ai tendance à dire, dans ma version, que le pancréas est endormi. Donc il décide à un moment de ne plus en produire, ou parfois il en produit, et avec une bonne hygiène de vie et certains médicaments, et parfois l'apport d'insuline, il y a moyen de rectifier le tir. Pas forcément de guérir, mais en tout cas, c'est potentiellement légèrement réversible. Ce qui n'est absolument pas le cas d'un type 1. Un type 1, on sait c'est le terme technique, insulino-dépendant. On est totalement dépendant à l'injection d'insuline. Ça veut dire que quand on a un diabète de type 2, on peut un petit peu freiner certains taux. On peut influencer. On peut influencer, mais il n'y a pas un meilleur ou un moins bon. Les deux sont des affections, mais disons que pour le type 1, et j'ai envie de dire que c'est plus facile, les choses sont claires. C'est fini. On doit vraiment avoir un apport d'insuline. Je parle beaucoup de l'insuline, mais c'est vraiment le centre de l'histoire, quoi. L'insuline apporte l'énergie, je simplifie de nouveau, apporte l'énergie aux muscles. Donc si on n'a pas d'énergie qui arrive à nos muscles, notre appareil ne fonctionne plus. On en reparlera avec le sport, bien sûr, mais voilà, c'est plus facile. Les choses sont claires. Dans un type 2, j'ai l'impression que c'est plus complexe. Ça fonctionne, parfois ça fonctionne plus, ça fluctue. Donc voilà, donc c'est vraiment deux affections qu'il faut prendre avec beaucoup d'empathie et beaucoup de compréhension, je pense. Et c'est bien qu'on fasse cette interview. Oui, tout à fait. On va revenir au sport. Patrick, tu faisais déjà du sport avant l'annonce de ton diabète. Qu'est-ce qui a changé ? La
mon approche par rapport au sport. Avant, c'était plus du sport, entre guillemets, sport plaisir. Donc, c'était plus des randonnées pour apprécier le côté de la nature, des randonnées vélo pour le plaisir de faire un tour à vélo, mais sans se fixer d'objectifs, sans se fixer de défis, quoi, aux caisses. Tandis que maintenant, l'approche du sport est plus centrée sur la gestion du diabète. Je sais très bien que le sport est bon pour la gestion de mon diabète, spécialement pour un type 2, ce qui va vraiment freiner, parce que le sport va vraiment freiner cette dégradation progressive du pancréas qui produit de l'insuline de moins bonne qualité, les cellules l'assimilent moins bien. Tous ces facteurs-là, on peut jouer dessus en faisant du sport. Donc l'objectif maintenant du sport, c'est vraiment dans la gestion du diabète, parce que après, c'est une question de caractère, mais je n'ai jamais eu d'affinité spéciale pour le sport. Je n'ai jamais été un homme de défi. Je dis, voilà, à l'école, j'avais souvent la médaille de la bonne humeur, mais rarement celle du sport. Ce qui est déjà très bien. Oui, moi, j'étais content comme ça m'a toujours suffi. Et j'ai dit, voilà, je ne suis pas à la recherche de performances sportives et autres. Et donc, mon approche du sport a complètement changé, et spécialement en rejoignant l'association, forcément, puisque tout seul, c'est vraiment pas évident du tout. Il y a vraiment l'aspect sécurité, si on fait un malaise ou quoi. Et alors, ce côté motivant, le fait de rejoindre un groupe, quand il pleut, qu'on doit sortir son vélo, ranger tout le matériel, un samedi à 7h du matin pour faire 100 km de voiture, pour en faire 100 à vélo. Puis voilà, si on sait que les autres attendent, c'est plus facile. Mais du coup, est-ce que tu t'es décidé un jour, je vais faire plus de sport, ou est-ce qu'on t'a influencé? Est-ce qu'un médecin ou quelqu'un d'autre t'a dit c'est mieux de faire du sport parce que c'est mieux pour ton diabète? Ça m'a été conseillé dès le départ par l'endocrinologue, et je parle vraiment de toute l'équipe d'endocrinologie, parce que c'est une équipe pluridisciplinaire, avec un endocrinologue, une diététicienne, des éducateurs diabète. Au début, c'est les conseils qu'on n'a pas forcément envie d'entendre si on n'est pas fan de sport. mais quand on conseille de faire 1 heure de sport de vélo d'appartement par jour. D'accord. On rentre avec le moral un peu dans les talons. C'est pas évident. Mais il y a un moment où on se rend bien compte que c'est ça, ou alors ça va se dégrader. Donc ça a été vivement conseillé. Et puis alors, il y a eu ce petit déclic qui est venu avec l'encouragement des gens de l'association, de la famille. Et je dis, voilà, ce qui est vraiment important, le diabète, c'est de se rendre compte qu'il y a d'autres gens qui vivent les mêmes situations, et que tout seul, honnêtement, c'est vraiment très très dur. Il y en a qui y arrivent, ça c'est clair. C'est-à-dire faire seul du sport ou que ce soit prendre en charge le diabète et le sport tout particulièrement. Les autres sont d'une importance capitale, franchement. Tout seul, je n'y serais jamais arrivé. Nicolas, Patrick parle du fait que faire du sport tout seul, c'est pas idéal. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord. En termes de sécurité, clairement, il faut éviter, quand on a une affection diabète, de se retrouver seul. Cependant, au bout d'un moment, quand on a l'expérience, on peut se le permettre. Il faut doser le risque, en fait. Il faut avoir suffisamment de nourriture avec soi. Il faut avoir la possibilité d'être repéré, de pouvoir facilement accéder à d'autres personnes, ou en tout cas de pouvoir les contacter. Maintenant, c'est extrêmement rare. Je connais très peu de cas de personnes qui ont eu un problème grave en faisant une sortie sportive. Mais voilà, moi je pense que oui, au départ, il faut prendre un peu de sécurité et éviter d'être seul. Et au bout d'un moment, ça se fait naturellement, on se sent prêt. Et qu'est-ce qu'il faut prendre en compte quand on fait pour la première fois du sport en sachant qu'on vit avec un diabète? Il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord ce qu'on appelle le contrôle. Donc on a un indice de glycémie qui est lié à différents appareils, donc nos capteurs. Entre autres, les téléphones donnent les infos. Donc là, on parle de chiffres. Donc on doit, avant de partir, se contrôler, voir à combien on démarre. Il y a également les tendances qui nous donnent des infos sur le fait qu'on est plutôt en train de monter en glycémie ou de descendre. Pour parler technique, si on est trop bas, il y a un risque
d'hypoglycémie et donc de grosses faiblesses. Donc on va être dans l'incapacité de faire du sport. Ce sera clair. L'inverse, si on a une trop haute glycémie, c'est mauvais pour l'organisme. On va peut-être arriver à faire du sport de façon moins performante, on ne va pas s'en rendre compte, mais on va s'abîmer, on risque de s'abîmer. Donc le contrôle, ça c'est la première chose. Et puis, par rapport au contrôle, l'alimentation. Donc on doit pouvoir s'alimenter et éventuellement la compensation, c'est-à-dire faire diminuer cet excès de sucre via l'insuline. Et voilà, j'ai à peu près fait le tour des mesures de base à prendre avant de faire du sport. Et de prévoir toujours de quoi réagir, que ce soit à la hausse ou à la baisse. C'est vrai qu'au début, surtout si on fait ça tout seul, oui. Partir en randonnée en se disant, voilà, parfois on dit, ok, je suis à autant, je vais faire un tour d'1 heure, et puis la glycémie descend de manière anormale. Si on n'a pas quelque chose pour se resucrer, genre dextro ou quoi, ça peut être paniquant, mais voilà. Et tu pars parfois seul faire du sport? Tu pars en vélo ou tu fais une course à pied tout seul? Parfois, oui. Parfois de la marche ou du vélo. Plutôt marche, parce que ça, je sais que la descente va toujours être plus douce et que je pourrai anticiper plus facilement. Le vélo, c'est beaucoup plus rare. Oui, mais je prends toujours avec moi du sucre et de l'insuline pour pouvoir réagir et adapter. Et parfois, dans l'empressement du départ, j'oublie. Et, d'autant plus important, dans l'association, il y a toujours bien quelqu'un qui a du sucre ou quoi. Même au-delà des chiffres, parfois certains, comme on partage beaucoup de symptômes en commun, parfois d'autres cyclistes qui m'a l'air un peu palo, tu pédales pas comme d'habitude, comme on se connaît assez bien, on est assez proches, vérifie un peu, puis il dit, ah oui, c'est vrai que je suis pas encore trop bas, mais je suis en chute libre. Effectivement, si je continue comme ça, dans un quart d'heure, je suis trop bas et ça permet de se sucrer. Et pas sûrement, ne pas sous-estimant l'effet plaisir aussi de faire du sport ensemble. Oui. Ça peut aussi motiver, j'imagine. Parce que vous disiez que vous faites partie d'une même association. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus en détail? De l'association? Oui. L'association, déjà, c'est une initiative personnelle. Je veux dire, il faut déjà la découvrir et puis faire le pas d'aller, de s'inscrire, d'appeler, de venir rencontrer. Il y a aussi des événements où l'association est présente et donc touche le public. Donc, voilà, d'une manière ou d'une autre, on s'y retrouve effectivement et j'ai un peu oublié la question. L'association dans laquelle vous vous êtes rencontrés, par exemple, il y a 3 ans, c'était lors d'un événement de vélo spécifique? Alors, ça c'est bien d'en parler. Donc, on va parler du coup de la motivation. Oui. Parce qu'en fait, on s'est retrouvés autour d'un projet commun qui s'appelle le Climbing for Life. Et du coup, on était tous les 2 ambassadeurs la même année pour essayer de gravir un col mythique qui s'appelle le Stelvio. En vélo. Et donc, ça nous a donné un bel objectif sur un long terme, parce que c'est quand même, on parle d'1 année de préparation, un peu moins, parce que voilà, mais quand même quasiment 1 année autour d'un projet pour moi, cycliste, mais aussi humain. Et donc, d'où la motivation. Et il y a la motivation personnelle, il y a celle de Patrick, il y a la mienne. Moi, je suis plutôt un performeur. J'avais envie de faire un résultat chronométrique sur cette montée. J'ai même fait le challenge de le faire 2 fois. 2 fois la montée le même jour. Ah oui, voilà, quand même. Oui, j'étais un peu fou. Et finalement, c'est passé, voilà. Et alors, et puis il y a d'autres motivations. Je parlais des motivations personnelles, et puis il y a des motivations qui viennent de l'extérieur, ce qu'on appelle les motivations extrinsèques. Le groupe est une motivation extrinsèque qui nous motive, nos familles aussi, et aussi l'image qu'on veut donner aux personnes atteintes d'une affection diabétique pour leur dire, mais en fait, il y a moyen. On n'est pas des surhommes, quoi. Enfin, avec de la motivation, avec du travail, avec un bon encadrement, avec du sérieux, voilà. Et en démarrant vraiment de zéro, on va dire, il y a vraiment moyen de relever tous les défis. Et je ne me cache pas, je dis vraiment tous les défis. Tous les défis. Et quels sont les autres défis que toi, tu voudrais encore atteindre? Là, actuellement, j'envisage de passer sur le triathlon pour mes 50 ans.
Donc dans 2 ans, j'aimerais passer sur le triathlon. Voilà, ça c'est mon prochain défi à moyen court terme. Et puis on verra. Je terminerai sûrement au golf. Peut-être. Peut-être. Patrick, cette année, tu as partagé une expérience en famille. C'était aussi le Climbing for Life ou c'était une autre expérience? Non, c'est le Climbing for Life aussi. C'est vrai qu'on parle de défis personnels, mais oui. C'est vrai que le plus beau défi, c'est que ça peut paraître bête, mais ne pas décevoir les autres. Et je crois que, spécialement en tant qu'ambassadeur, et alors même les autres années, on se dit, on ne peut absolument pas décevoir les autres, il faut absolument qu'on arrive. C'est une vraie crainte de ne pas vouloir décevoir les autres? Pas une crainte, une motivation. C'est vraiment une motivation. Parce que le défi de le faire, c'est vraiment quelque chose qui se prépare sur le long terme, comme Nicolas a expliqué. Mais le plus grand plaisir, c'est pas d'arriver en haut, c'est que tout le groupe y arrive en fait. Et je sais que quand on arrive au fur et à mesure en haut, à chaque fois qu'il y en a un qui arrive, c'est chaque fois une victoire pour tout le monde. Oui, c'est émotionnel, j'imagine. Quand le dernier arrive, je dis on a beau faire des stages en endurcissement, tout le monde verse une petite larme quand même. Et cette année-ci, c'est vrai que ma famille m'a accompagné. Donc, ton épouse? Mon épouse et mes 3 enfants. Oui. Nous sommes partis à 5 parce que ça se présentait bien. C'était pendant les vacances scolaires, contrairement à l'année passée. Et pour moi, c'était vraiment plus qu'un symbole ou une épreuve sportive. Bon, au début, ça a fait sourire parce que mes enfants n'auraient jamais pensé que j'allais les inviter pour des vacances sportives. Ils sont sportifs? Eux sont très sportifs, oui. Et voilà. Super. Mais dans la vie de tous les jours, ils m'accompagnent vraiment pour la gestion de mon diabète, que ce soit au niveau des repas. Je dis, on fait un effort pour papa. Oui. Ou alors mes filles, tiens, prends ça et dis pas à maman. Voilà, ça, chacun réagit à sa manière. Et ici, le fait qu'ils m'accompagnent toute l'année dans la gestion de ce diabète, qui est vraiment une aide hyper précieuse, ils ont décidé de m'accompagner pour l'ascension du Climbing for Life, qui cette année-ci, c'est dans les Vosges. D'accord. Et moi j'ai fait à vélo avec mon fils, ma femme et la cadette à pied en marche. C'était 18 km avec un peu plus de 1000 mètres de dénivelé. Wow. Et ma fille du milieu en trail. Et, d'accord. Donc c'était vraiment très symbolique, quoi. C'était on amène tous les 5 le diabète de papa en haut. Et super, c'est beau. Oui, c'était vraiment une très chouette aventure. Et c'était assez dur. Mon fils est arrivé tout en haut et il est descendu, venu me rechercher. Et puis arrivé en haut, on a attendu ma fille qui est arrivée au bout du trail en pleurs. Et puis finalement, ma femme et ma cadette à pied. Et c'est vraiment cette petite différence que j'ai par rapport aux autres, qui est ce fameux diabète là, contre lequel on se bat, qu'on a porté tous les 5 en haut. Super. Et vous étiez préparés ensemble ou chacun de son côté et après vous avez réuni vos forces ce jour-là? Non, on s'est préparés ensemble parce que ça avait tout le sens de se préparer ensemble. Et juste pour la partie vélo, ça je faisais juste avec mon fils. On va participer à des sorties avec l'association. Mais sinon, on faisait beaucoup de marches. Pour la course à pied, j'ai essayé d'accompagner ma fille, mais... C'est parfois dur, la course à pied. Oui, c'était vraiment beaucoup plus dur pour moi. Je n'ai pas un physique de coureur du tout. Donc, chaque fois qu'on augmentait les distances, à partir d'un certain niveau, moi, je la suivais à vélo. Mais sinon, oui, on a fait des programmes d'entraînement ensemble. Oui, c'est une belle histoire, je trouve, de faire ça en famille. Comme quoi, tout le monde peut y arriver, même les personnes qui ne vivent pas avec un diabète, on va dire ça comme ça. Oui, vraiment ça, oui. Peut-être que ça donnera des idées à des proches de personnes qui vivent avec un diabète. C'est en tout cas une très très belle histoire. Merci beaucoup Patrick de l'avoir partagé avec nous. Merci aussi à Nicolas pour tes conseils. Un grand merci pour votre présence, pour votre temps et votre expertise. Merci. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Nous espérons vous avoir inspiré et vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode de Let's Talk Diabetes. Vous aimeriez disposer de plus d'informations sur le diabète, trouver davantage d'inspiration? Rendez-vous sur letstalkdiabetes.be. Cette série de podcasts est une initiative d'Abbott Diabetes Care et a été réalisée avec le soutien de l'Association du diabète,
le fonds Hippo & Friends pour le diabète de type 1 et la Diabetes Liga. Toute personne vivant avec un diabète peut faire appel au soutien de l'association du diabète en formant le 02 374 31 95 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 ou par email à info@diabète.be. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul et nous ne laissons personne de côté. Les points de vue, positions et opinions exprimés dans ce podcast sont uniquement ceux des personnes impliquées et ne reflètent pas nécessairement les points de vue des laboratoires Abbott. Les points de vue, positions et opinions représentés ainsi que toute référence à un produit ou une entité spécifique ne constituent pas une approbation ou une recommandation de la part d'Abbott. Les personnes interviewées n'ont reçu aucun produit ni aucune compensation en échange de leur opinion honnête et de leur critique de produit. Les informations fournies ne sont pas destinées à être utilisées pour un diagnostic ou un traitement médical, ni pour remplacer un avis médical professionnel. Veuillez consulter votre médecin ou un prestataire de santé qualifié concernant votre état et le traitement médical approprié. Les symptômes, situations et circonstances individuelles peuvent varier.